Du coup, on lit un extrait qui s'appelle Dans l'esprit de Stonewall, In the Spirit of Stonewall, de Leslie Feinberg, donc l'autrice de Stone Beach Blues. Ce texte-là est extrait de Translibération, publié en 98, donc c'est quand même beaucoup plus tard. Rapide recherche, du coup, on avait promis sur Leslie Feinberg, née en 1949, lesbienne butch transgenre, militante communiste pour les droits des personnes trans. Elle décède en 2014. Pour moi, les pronoms sont toujours placés dans un contexte particulier. J'ai un corps de femme, je suis une lesbienne butch, une lesbienne transgenre. Utiliser elle pour parler de moi est approprié. Ok. En particulier dans le contexte non trans où utiliser il réglerait en apparence le conflit entre mon sexe de naissance et mon expression de genre. Et rendrait mon expression transgenre invisible. Et dans tous les espaces trans, utiliser il honore mon expression de genre de la même façon qu'utiliser elle pour mes sœurs, les drag queens. Elle affirme également apprécier l'usage du prénom neutre. Ok. Du coup, Stonewall, pour ceux qui connaissent pas trop, Stonewall, c'est vu comme un marqueur du début des luttes LGBT. Il y avait des bars LGBT, gay, friendly, avec aussi des personnes trans qui étaient pas mal des TDS aussi. Et souvent, dans ce bar aux États-Unis, il y avait des descentes, en fait, dans ces bars de flics qui embarquaient les gens et qui des fois tabassaient des gens pour arrêter les prostituées. Un jour, autour d'une descente sur le bar qui s'appelait Stonewall, il y a eu une rébellion. À un moment, il y en a eu marre. C'est parti en fait en putain d'émeute, mais en méga, vraiment en grosse émeute. D'ailleurs, la marche des fiertés, la Pride, elle est là à la base pour commémorer la date de Stonewall en fait. Maintenant, ça a un peu perdu de sa signification. C'est devenu juste une marche générale, très pinkwashée aussi. Mais à la base, c'est pour ça. Voilà. Pour une petite histoire rapide et imprécise de Stonewall. À 8h du matin, par une fraîche matinée de printemps, je suis monté dans une fourgonnette avec 4 lesbiennes que je ne connaissais pas. Elles avaient fait une longue route pour me conduire à une conférence des comités régionaux d'organisation des Gay Pride qui se tenait dans un hôtel dans le centre du New Jersey. Alors que nous nous dirigions vers l'autoroute, elles m'ont expliqué que j'allais m'adresser à des activistes qui organisaient des marches de fierté lesbiennes, gays, bi, depuis le Maine jusqu'à Washington DC. Certains de ces comités, tels que celui du New Jersey, incluaient déjà des personnes transgenres ou trans dans le nom de leur manifestation. C'était déjà LGBT et puis LGB. Mon objectif était de motiver les autres comités à faire pareil. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, donc c'est traduit en tout cas en écriture inclusive bien sûr, le hall était plein d'activistes lancés dans des conversations animées. J'ai trouvé la salle de conférence et j'ai déposé sur chaque chaise un tract invitant à une manifestation contre les coupes dans le budget fédéral et contre la répression. Pendant que les gens entraient dans la salle et s'asseyaient, je les observais lire le flyer. J'ai réalisé que j'étais en présence de syndicalistes locaux aguerris. D'abord, les gens ont lu le texte et les revendications. Ensuite, beaucoup se sont arrêtés sur la liste des individus et collectifs signataires. Bien sûr, ça c'est un truc de militants qui connaissent toutes les assos du coin, là, qui veulent savoir précisément qui c'est, quelles sont leurs origines, etc. J'en ai vu certaines montrer du doigt les signataires à leurs voisines d'un air approbateur. Je connaissais ces personnes aux vies tellement semblables à la mienne, qui s'épuisaient à écrire brochures et articles de presse, à passer des coups de fil, envoyer des mails, fermer des enveloppes, à forger la solidarité et à lutter férocement. Je me suis dit que si je parvenais à leur expliquer en quoi l'inclusion des personnes trans renforcerait cette lutte, beaucoup dans cette pièce remueraient ciel et terre pour construire une coalition. J'avais préparé un discours, mais l'ambiance dans cette salle était si conviviale que j'ai eu peur de passer pour un beau parleur. Alors, j'ai laissé de côté mes notes toutes prêtes et j'ai parlé avec mon cœur. Je pense que la libération des lesbiennes, des bisexuels et des trans ne peut être conquise qu'en se battant côte à côte. Dans ma vie, ces luttes sont inséparables. Je suis opprimé en raison de mon attirance sexuelle et je suis opprimé en raison de mon expression de genre. Je suis sorti du placard à l'adolescence quand je fréquentais les bars ouvriers, gays et drag dans le nord de l'état de New York et du sud de l'Ontario. Nous avons livré quelques batailles qui ont ouvert la voie au jeune mouvement de libération gay, lui permettant ainsi d'un jour marcher dans les rues. Donc elle a participé en fait aux luttes pour pouvoir avoir des prides. Nous nous sommes battus parce que nos amours étaient interdits ou parce que nous étions des hors-la-loi du genre. Je ne me suis jamais posé cette question. Je ne me souviens pas qu'une seule de mes amies ait jamais formulé cette question. Nous avons serré les rangs et lutté de toutes nos forces. Mais ce n'est pas parce que je n'ai jamais pris le temps d'y réfléchir que cette question n'est pas importante, dans le sens où elle clarifie les relations entre nos communautés. Un exemple, le fameux exemple donc de Stonewall. En 1969, à Greenwich Village, lors des 4 nuits consécutives de soulèvement contre les violences policières qui ont donné naissance au mouvement de libération gay,
Ce sont des drag queens afro-américaines et latinas qui ont tenu les premières lignes. Est-ce que Stonewall était une insurrection gay ou bien une insurrection trans? Il y a quelque temps, j'ai posé cette question à Silva Rivera, drag queen, portoricaine et combattante de Stonewall. Je lui ai demandé, est-ce que vous luttiez contre les violences policières? Est-ce que vous vous battiez contre le racisme? Ou bien pour votre droit à être gay? Avez-vous riposté parce que la majorité des drag queens ne pouvaient pas présenter l'ordre d'incorporation dans l'armée, que les agents du gouvernement réclamaient cette nuit-là? En 69, les sont engagés dans la guerre du Vietnam. En cas de contrôle d'identité, la police demande fréquemment aux hommes, guillemets, leurs papiers militaires. Ceux qui ne le montrent pas sont suspectés d'être des déserteurs. D'accord, ok. Ou parce que tant d'entre vous étaient sans logement, crevaient de faim et étaient en danger dans les rues. Sylvia m'a répondu, d'un ton calme et solennel. Nous nous battions pour nos vies. Il y a une longue note là, dans les années 60 à New York, il est interdit de servir de l'alcool aux homosexuels. Ah ouais? De danser entre hommes, hein? Ou de porter des vêtements du sexe opposé. D'accord, oui, ça m'étonne moins, mais je savais pas, enfin ça m'étonne moins, malheureusement, mais ok. Les deux centres de police dans les établissements fréquentés par des personnes queer sont nombreuses, généralement accompagnés de contrôles d'identité, des rafles, des violences physiques et sexuelles, et ou sexuelles. À Greenwich Village, quartier accueillant une large population homosexuelle, le Stonewall Inn est un bar tenu par la mafia, laquelle voit dans le public gay un filon rentable. Il est notamment fréquenté par celleux qui ne rentrent nulle part ailleurs, drag queen, hommes efféminés, femmes trans, personnes racisées, jeunes, pauvres, travailleurs du sexe. Le 28 juin 1969, des policiers en civil font leur entrée dans le bar, ils laissent partir une bonne partie de la clientèle et retiennent celleux qui n'ont pas de papier d'identité ou qui portent des vêtements assignés au genre opposé selon la police. Face aux brutalités policières, des affrontements éclatent devant le bar, contraignant la police à s'y réfugier, bientôt assaillis par de nombreux gays, lesbiennes, trans, ainsi que par des voisins. Oui, c'est ça qui est très précis, c'est que même les voisins, en fait, dans Stonewall, sont venus aider, en fait. C'est ça qu'elle est assez incroyable, cette émeute, parce que, bah, ils étaient habitués, en fait, aux gens qui étaient là, aux gays, aux personnes trans qui venaient, et donc, ils ont spontanément défendu, parce que, bah, ils faisaient pas de soucis, en fait, tout simplement. Ceux qui posaient du souci, c'était les flics. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que les flics étaient à l'intérieur en train de retenir des personnes et se sont fait attaquer de l'extérieur. À ce moment-là, l'émeute dure plusieurs heures, opposant jusqu'à 2000 personnes, putain, face à 400 policiers. Ah ouais, 2000 personnes spontanément en pleine nuit. Ah ouais. Les jours suivants, la foule continue de s'amasser devant le Stonewall Inn et les affrontements avec les forces de l'ordre continuent. Ces événements sont devenus un symbole des luttes d'émancipation gays et trans et souvent présentés comme le déclencheur des mouvements de libération LGBT qui ont fleuri au cours des années suivantes dans divers pays occidentaux. En juillet 1969, soit quelques semaines après Stonewall, est créé le Gay Liberation Front, Front de Libération Gay. Le 28 juin 70, les premières Gay Pride sont... Ah putain, dès l'année d'après, c'est organisé commémorant l'anniversaire des émeutes de Stonewall. Est-ce que Stonewall a été un moment phare du combat pour la libération gay ou pour la libération trans? Ça, c'est sa question, vu qu'il y avait des personnes trans et des personnes gays. Sylvia, donc la personne trans là, qui avait été à Stonewall, nous a offert la réponse la plus brève et éloquente qui soit. Les deux à la fois? Dans la vie des personnes gays et drag, les différentes oppressions s'imbriquent. Toutes les facettes de ce que nous sommes se mélangent dans le sang versé en nous défendant. Trans, gays, lesbiennes ou bi, nous ne sommes souvent reconnus qu'en raison de la répression de notre sexualité. Par exemple, quand il m'arrive de parler face à une assemblée constituée pour une bonne partie de femmes masculines ou travesties, les médias décrivent le public comme majoritairement lesbien, plutôt que transgenre, référant uniquement à une supposée attirance sexuelle. Beaucoup de femmes masculines et d'hommes féminins font régulièrement face à cette question. Pourquoi ont-ils ou elles l'air d'attirer tous ces problèmes que les autres gays et lesbiennes n'ont pas? Alors, l'explication des cocos, elle est simple. Là, c'est vraiment le genre. Et c'est vrai qu'en 98, peut-être que le genre avait pas encore à tant de place dans les discours LGBT. Et à chaque fois que nous échouons à répondre à cette question, une honte intime creuse son chemin au plus profond de nos corps usés. L'émergence d'une libération trans nous a offert un langage pour dire « Je suis opprimé en raison de mon expression de genre autant que ma sexualité ». Il y a des millions de femmes masculines et d'hommes féminins dans ce pays. Une partie d'entre elles sont bisexuelles, gays et lesbiennes. Mais combien? Aussi longtemps qu'on courra le risque d'être viré, expulsé, tabassé ou jeté en prison parce qu'on aime une personne du même sexe ou qu'on est bisexuel, on ne le saura pas. Pourtant,
Beaucoup de termes du folklore gay désignent des hors-la-loi du genre. Camionneuse, tapette, butch, diva, folle, travelo, drag king, drag queen. Et on peut dire avec certitude que les personnes trans homosexuelles ont contribué à façonner le mouvement lesbien, gay et bi contemporain. Les personnes trans ont été et sont toujours en première ligne parmi les plus féroces combattantes de la libération lesbienne, gay et bi. Et pourtant, j'entends parfois dire qu'il n'y a pas de connexion entre les lesbiennes, gays ou bi et la libération trans, sous prétexte que la majorité de la population trans serait hétérosexuelle. Est-ce une raison valable pour refuser cette alliance? Nous n'avons pas construit le mouvement de libération gay sur la base de détails relatifs à ce que chacun d'entre nous fait avec des partenaires sexuels consentants. Au contraire, nous avons lutté pour défendre notre liberté sexuelle et pour combattre les discriminations et la violence que nous subissons en raison de notre sexualité. Et ces oppressions sont inextricablement liées à la libération trans. Dans une société où l'hétérosexualité et les façons dites masculines ou féminines de s'habiller et de se comporter sont décrétées et renforcées par la loi, les personnes gays, lesbiennes, bi et trans transgressent toutes les règles du genre. Il n'y a pas de frontière entre les territoires que nous habitons. Nos populations se chevauchent. Les revendications des lesbiennes, des bi et des gays ne peuvent pas être séparées de la libération trans. Bon là, elle se répète un petit peu, mais Martel, c'est un texte qu'elle adressait à des militants. Beaucoup des lois anti-gays utilisées de siècle en siècle ont pris pour cible les hommes gays féminins et les lesbiennes masculines. Et des hétérosexuels travestis ont été emprisonnés car accusés d'être gays. Et oui, du coup. Nous avons notre propre passé et nos histoires ont fini par s'entremêler partout où l'oppression a pointé son visage menaçant. Les flics, procureurs, juges et gradés de l'armée nous ont jetés ensemble dans des cellules de prison et des camps de concentration. Ils ont considéré toutes et tous coupables du même crime, être queer. Aujourd'hui, chaque femme lesbienne, chaque homme gay et chaque personne bisexuelle se retrouve, à un moment ou à un autre, personnellement confrontée aux oppressions liées au sexe et au genre. Si peu de gatekeeping dans la lutte, on n'a plus l'habitude. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça me marque en fait ce moment en fait de la nécessité d'intégrer les luttes trans dans les luttes homosexuelles et bi, a poussé vraiment à une union. Et maintenant qu'on a cette union, cette intersectionnalité où on dit LGBT tout le temps, là il y a une telle volonté en fait de se rassembler que maintenant qu'on est assemblés, on en est à un stade où chacun pointe bien fort du doigt ce que lui subit personnellement de façon très forte, plutôt que ce qui nous assemble. C'est vrai que ce genre de textes sont là moins actuellement en fait dans la littérature LGBT actuelle. On retrouve un peu moins ce genre de rapport entre effectivement les camionneuses et les folles, tu vois, qui subissent des trucs que peuvent très très bien comprendre en fait les personnes trans. De toute façon, toutes les luttes, toutes les pensées, c'est toujours les mêmes mouvements en fait. Toujours les mêmes mouvements de voir ce qui nous rassemble, consolider nos liens, puis voir il y a des choses qui finissent par moins bien fonctionner, voir ce qui nous différencie, renforcer pas nos intérêts personnels, mais nos définitions, préciser, affiner nos analyses et nos angles de lutte qui peuvent parfois nous éloigner légèrement des autres, puis revoir à nouveau ce qui nous rassemble parce qu'on a besoin des autres, on ne peut pas tout faire tout seul, et repartir, etc., etc. Et toutes les luttes s'affinent comme ça. Après tout, les lois interdisant le mariage entre personnes du même sexe reposent sur le présupposé que le désir sexuel pour le sexe opposé est inné et naturel. Donc aimer une personne du même sexe ou se sentir attiré sexuellement par différents sexes est considéré comme une déviance du genre et donc interdit. Ah, c'est une déviance de genre, la sexualité est intimement liée au genre, évidemment. Puis intéressant. J'avoue, je l'avais pas forcément vu sous cet angle. Pourtant, les lesbiennes, gays, bisexuels en sont des preuves vivantes. Le fait d'être né avec des organes génitaux donnés ne détermine pas automatiquement qui va les caresser. Et évidemment. Lorsqu'elles font leur coming out auprès de leurs amis ou de leur famille, combien de femmes s'entendent dire « Mais au moins, tu n'es pas comme ces camionneuses qui se prennent pour des mecs » ou bien lequel de vous deux fait l'homme » Beaucoup d'hommes gays ou bisexuels se sont entendus dire « Au moins, tu fais pas partie de ces tapettes maniérées qui se trimballent en robe » ou bien « Ne le laisse pas faire de toi la femme du couple ». Bien sûr. Il s'agit là de transphobie et de discrimination liée au genre. Et c'est aussi totalement sexiste, évidemment. Ce sont là des craintes et des préjugés quant au fait qu'une personne puisse dévier des normes d'habillement et de comportement qui lui ont été imposées à la naissance. Mais les humains ne sont pas des Rubik's Cube.
Alors, que répondons-nous à ces leux qui nous balancent ces questions réactionnaires? Si, dans un soupir de soulagement, vous ne répondez pas « Ah non, je suis pas comme ces personnes-là », est-ce que votre position se trouvera renforcée ou affaiblie? Si vous affirmez au monde entier que vous n'êtes pas comme nous, vous vous obligez vous-même à devenir super conforme au rôle et aux stéréotypes de genre. Pourquoi je dis super conforme? Parce que vous le savez, vous êtes déjà sous étroite surveillance en raison de votre sexualité. C'est une condamnation à vie à la camisole du genre. Et que se passera-t-il pour ces millions d'entre nous qui sont des bouches camionneuses et des tapettes maniérées? C'est eux qui s'acharnent sur nous et tentent de nous priver de nos droits, viendront ensuite pour vous. Ne serions-nous pas toutes plus fortes au sein d'un mouvement diversifié, dans lequel chacun de nos droits et chacune de nos existences serait défendue par la force collective? Nous avons tout intérêt à reconnaître les interdépendances de nos luttes et de nos histoires. Ce qui nous réunit n'est pas d'avoir des orientations sexuelles identiques, d'en douter, feuilleter, et donc les petites annonces de nos médias communautaires. En mode finalement, dans nos préférences sexuelles, ce qui nous attire, même si on préfère les femmes, il y en a qui vont préférer des femmes plus masculines, tu peux avoir des préférences en fait, je crois que c'est ça qu'elle veut dire, mais je suis pas 100% certaine. Et finalement, c'est de l'expression de genre qui peut avoir une orientation comme un spectre. Je sais, j'ai atteint le point spectre. On est obligé de l'atteindre, de toute façon, c'est le point spectre. Un spectre de l'expression de genre, même au sein de d'une même identité de genre, t'as déjà un spectre d'identité, d'expression de genre un peu différent. Nous ne sommes pas obligés de chercher du commun dans nos sexualités, contrairement aux produits laitiers. La sexualité n'a pas besoin d'être homogénéisée. Par exemple, notez bien, par exemple, l'inclusion des bi a renforcé notre mouvement. Nous avons bâti une alliance avec un autre groupe de personnes luttant pour défendre leur vie et leurs amours. Ah, bien sûr, mais évidemment en fait, moi c'est ça qui me saoule. Alors je suis pas dans tous les milieux, mais les milieux internet que j'entends tapent beaucoup sur les bi, mais parce que c'est des personnes qui sont vraiment dans des luttes lesbiennes ou gays, tu vois. Et il y a des trucs particuliers quand même que subissent les bi, alors que les bi c'est le pivot de l'homosexualisation des masses, tu vois. La bisexualité touche une large part de l'humanité. Moi je pense que les bisexuels en vrai, c'est énorme. Je pense qu'il y a plus de bi et d'homos que d'hétérosexuels. C'est ma tech secrète. Bon, la bisexualité touche une large part de l'humanité à travers différentes formes de sexualité. Cette inclusion donc nous a ouvert une meilleure compréhension, nous a permis de réaliser que les personnes bisexuelles ne peuvent pas rentrer dans des catégories aussi formelles que mi-gay, mi-hétéro. Les gens continuent à être bisexuels ou omnisexuels, que soit leur partenaire à un instant T. L'application, et oui c'est ça la réalité là, ceux qui disent oh, les bi-hétéros, bon d'ailleurs les femmes bisexuelles sont celles qui subissent le plus de violence au sein de leur couple, plus que les hétéros, plus que les lesbiennes. L'application draconienne de l'hétérosexualité au niveau légal et social ne fait pas de cadeau parce que tu es mi-hétéro. Inclure les bi dans une coalition gay et lesbienne ne signifie pas s'unir autour d'une sexualité commune. Inclure les trans non plus. La population trans traverse le spectre des sexualités. Et on peut trouver toutes les variations de sexe et de genre chez les lesbiennes, gays et bi. À chaque fois donc qu'émerge un nouveau combat contre l'oppression, certaines personnes éprouvent des sentiments contradictoires. Et elles savent bien que toute lutte contre le puritanisme et les discriminations profite, en définitive, à toutes. Mais elles craignent aussi que ces changements affectent leur propre existence et sexualité. La sexualité de certaines personnes trans peut être difficile à définir, quand les frontières du sexe et du genre sont floues. La définition de ce qui est gay ou lesbien ou bi le devient également. C'est précisément ça que certaines redoutent avec la libération trans. Et elles ont l'impression que le sol s'effondre sous leurs pieds. Et nous avions enfin construit des communautés et un mouvement de lutte pour les femmes, qui aiment les femmes et les hommes, qui aiment les hommes. Et les personnes trans ont l'air de vouloir mettre ça sans dessous. Ah, donc elle parle de la réaction TERF, hein, finalement, de pas de bite dans nos luttes féministes et lesbiennes. C'est pourquoi certaines craignent d'inclure les trans. Et elles ont peur de perdre le terrain sur lequel elles se tiennent. Et donc, elles redoutent la disparition des séparations gays et lesbiennes. Mais
nous devons garder en tête que ces délimitations ne dépendent pas de la capacité à définir clairement chaque individu en tant que gay ou lesbienne. Oula, ça devient plus technique. Ces contours irréguliers délimitent l'étendue de l'oppression. Ils tracent le périmètre d'une résistance collective. Bon, c'est un débat très compliqué auquel, même moi, tu vois, je suis pas clair dessus. Déjà, je suis bi, donc moi, je m'en fous. Là, je peux comprendre. Il y a des personnes, bah ok, ils aiment pas les bites, bah ok. Ils aiment pas les vulves, ok. Ok. C'est effectivement excluant, tu vois, mais en soi, je peux le comprendre. Juste avec des a priori de base et c'est tout, tu vois. Il n'y a pas de réflexion du fait que bah, ça se trouve, on s'en fout en fait. Quand tu connais la personne, que t'es vraiment attiré par la personne, on s'en fout. J'ai l'impression que ce qu'elle dit, c'est en mode, oui, bon, ok. Mettons ça de côté, en fait, ce qui compte, c'est déjà la lutte, en fait. Ce qui compte, c'est la lutte, déjà, c'est d'être inclus et de pas rejeter pour des préférences personnelles, mais de le penser plus largement. Penser la lutte plus largement et on voit ensuite. Et après, chacun son petit cas personnel et particulier de ses petites préférences, mais tu peux pas généraliser ce type de préférence à toute une communauté parce que la réalité, c'est que la plupart s'en foutent en fait. C'est toujours le truc des gens qui peuvent avoir peur de discrimination, etc. C'est que, en vrai, la plupart des gens s'en foutent, tu vois. Genre, quand je sors full femme dans la rue, 90% des gens s'en balancent. Lance 5% vont un peu capter ou vont faire un peu de soutien, tu vois. Et t'as 2% qui vont juste chier à la gueule, tu vois. Et c'est tout, mais c'est une minorité. Alors, des gens s'en foutent. Bon là, mes stats sont pas bonnes, c'est pas ça mes stats. Il y a des gens que ça fait bugger. Il y a une grosse proportion de gens qui bug et qui comprennent pas. Je vous ai oublié cela dans mes stats. Et les gens s'en foutent. Et du coup, c'est pareil. Chez les gays et lesbiennes, la plupart des gens s'en foutent en fait. Et si t'aimes pas, bah, je sais pas, t'es pas obligé de faire comme ces putains de terfs, de faire toute une lutte qui en final, leur lutte, elle est juste orientée contre l'inclusion des personnes trans. Il y a rien d'autre. Allez vous faire foutre, en fait. Allez vous faire foutre. Vous avez le droit de pas aimer. Dans ce cas-là, on peut y réfléchir d'une autre façon. Vos préférences personnelles. En fait, le débat des préférences et de l'attirance de sexe, c'est un débat qui est très clivant, qui en général fait vite grincer, tu vois, qui est très très touchy, je pense, dans les luttes LGBT et vis-à-vis des personnes trans. Et je sais pas comment poser ce débat, je sais pas comment le définir, je sais pas s'il y a même des textes qui en parlent. J'ai l'impression que pour le moment c'est un peu un espèce de doucement avec ça, ça peut être vite risqué parce que bah, les personnes qui utilisent ça sont souvent transphobes en fait. Les personnes qui en parlent sont souvent très transphobes. Et du coup c'est un peu interminé d'en parler. Les personnes qui sont juste en mode oui non balaye et voilà. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, tu vois. Par le fait de le balayer juste comme ça. Par contre, je suis extrêmement d'accord sur le fait de refuser de même flirter avec une personne parce qu'elle est trans au lieu de la connaître. Bah, si tu connais déjà la personne et qu'on te le dit, bah, t'as pas de raison en fait de rejeter la personne derrière si elle te plaît de base. Attends de voir en fait. Sois un peu ouvert. Tu peux expérimenter, c'est pas très grave. Non, si t'as un gros blocage là-dessus, bah ok, on peut se comprendre. Ça peut être violent en fait pour la personne qui reçoit, ça faut en avoir conscience. Les gens ont vraiment du mal à considérer les concepts qui contiennent deux concepts en un. La bisexualité, on peut te dire, mais en fait, ce que tu subis en tant que personne bi, les seules violences que tu subis, c'est de l'homophobie. Oui, pour les violences structurelles, ce sont des violences effectivement beaucoup plus vénères. Ça veut pas dire qu'en tant que personne bi, tu subis pas de la biphobie. Dire que la biphobie n'existe pas, c'est stupide. Mais même, effectivement, c'est pas le même degré. Et si une personne bi subit des violences systémiques, ça sera effectivement souvent de l'homophobie. Ça sera là le plus violent. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça en fait, ça ne s'arrête pas là. On n'est pas en train de faire une échelle des violences. Elle existe de fait cette échelle. On va pas jouer au concours de celui qui pisse le plus loin. Sinon, à un moment, il faut arrêter. Ça sert à rien en fait. C'est pour ça que je trouve là ce texte intéressant. Je m'attendais à rien en fait en le disant. Je me suis dit ça va être intéressant. C'est que ça parle tellement d'alliance que là on parle de toutes ces différences et de tous ces trucs qu'on a du mal à s'entendre, alors qu'en fait il faut revenir à cette origine là d'il y a 20 ans de la volonté d'inclure les personnes trans de Leslie Feinberg. Et vous avez vu la pirouette pour essayer de revenir au texte, où on va plutôt chercher ce qui nous rassemble, quoi. La libération trans n'est pas une menace pour les femmes lesbiennes, les hommes gays ou les personnes bisexuelles. Oui, la libération trans ébranle nos vieux schémas de pensée et de croyances. Parfait. Parce que la plupart des idées et des croyances que nous défions nous ont été imposées d'en haut. Elles étaient dès le départ pourries de l'intérieur et étayées par des lois réactionnaires. Mais nous ne vous retirons pas vos identités. Le changement de sexe
de l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, ou la fluidité de genre de l'autre, ne menace pas votre identité propre, ni vos droits à l'autodéfinition. Au contraire, notre combat soutient vos droits et vos identités. Mon droit à être moi-même est relié par un millier de fils à votre droit à être vous-même. N'essayons pas de barrer votre chemin, nous essayons d'ouvrir plus de routes pour l'autodéfinition et pour nos identités, nos amours, nos sexualités. C'est une formidable évolution pour tout le monde. Ce qui nous réunit, c'est ce que nous nous dressons face à un ennemi commun. Et cette étroite connexion entre nos luttes n'est pas juste un produit des sociétés occidentales contemporaines. Dans les sociétés divisées en classes, la résistance à l'oppression sexuelle et à l'oppression de genre a une histoire. À Londres, 300 ans avant l'insurrection de Stonewall, la police faisait des descentes systématiques dans les Molly House, des clubs fréquentés par des hommes travestis, féminins et présumés gays. Lors d'une de ces descentes, en 1725, le public, majoritairement constitué de drag queens, a livré une bataille rangée avec la police. D'ailleurs, dans le livre Vers la plus queer des insurrections, qui est une compilation de textes d'un collectif anarch-queer dans les années 2010, il y a tout un passage vraiment génial. C'est une liste de tous les événements répertoriés dans l'histoire où il y aurait eu des groupements de personnes trans, gays, etc. Et leur existence. Et genre, un exemple, alors c'est des exemples, tu sais pas si c'est des personnes trans, hein, mais par exemple, 1450, c'est l'époque de la rébellion de Cad dans le Kent et de l'Essex en Angleterre. Elle est menée par des serviteurs de la reine des fées. Des paysans furent éruption sur les terres de Buckingham pour lui dérober son gibier. La reine des fées, les fairies en fait, des personnes queer, quoi. Dans le 1250, dans le sud de la France, une petite troupe d'hommes travestis entre et se pavane dans la demeure d'un riche propriétaire terrien, tout en chantant « Nous voulons le beurre et l'argent du beurre », et elles ignorent les protestations de la maîtresse de maison et pillent la propriété. Voilà, c'est tout ça. Très intéressant, vers la plus queer des interrogations. Et comme l'insurrection de Stonewall, le mouvement de libération homosexuelle allemand naît vers le 19e siècle, donc c'est à ce moment-là d'ailleurs, au 19e siècle, qu'un Allemand a posé le terme homosexualité. Avant ça, 1870, je sais plus, le terme homosexualité n'existait pas en fait. C'est pour ça que c'est toujours compliqué de parler d'homosexualité avant le 19e siècle, parce qu'il n'y avait pas ce comparatif en termes de relations. C'est-à-dire qu'il y avait des actes homosexuels, mais il n'y avait pas des relations, on va dire, homosexuelles, il y en avait peu. Et elles étaient dans des contextes assez compliqués en fait à définir. Ça existait hein, bien évidemment, mais c'était pas le même cadre que ce qu'on entend actuellement par homosexualité en fait. Le mouvement de libération sexuelle allemand, homosexuel allemand nous offre un exemple important de ces mouvements historiques dans lequel les revendications et les forces lesbiennes, gays et bi et trans se sont entrelacées. Quelle est aujourd'hui la stratégie, parce qu'on parle toujours de stratégie entre militants, la plus efficace pour construire un mouvement de résistance? Devons-nous refuser les liens qui nous unissent en nous basant sur des différences relatives et nous tenir à distance les unes des autres? Ça semble absurde. Et pourtant, je sais, il y a des personnes lesbiennes et des gays qui craignent de se lever pour les droits de personnes trans, de perdre les réformes législatives gagnables qu'elles réclament. Et elles plaident « Laissez-nous gagner sur nos revendications, d'abord et ensuite, ce sera plus facile d'obtenir ce que vous réclamez. » C'est là une théorie réformiste, selon laquelle le bien-être des riches finit par profiter aux pauvres. Mais ceux d'entre nous qui ont été laissés pour compte par le passé ne se laissent plus tromper par cette stratégie. Bien sûr, bah oui, en fait tu te fais avoir une fois, après tu te fais plus avoir quoi. Quand un mouvement social naissant enfonce les portes du placard sociétal et déferle dans les rues, certaines activistes se mettent soudain à prendre conseil auprès d'un pouvoir qui ne s'est jamais montré amical auparavant. Ces conseillères exhortent les leaders à envoyer leur porte-parole le plus présentable. C'est eux qui parlent bien. Nom de code, entre guillemets, nom de code pour dire blanc, de classe moyenne à supérieure, bien évidemment. Pour négocier une législation progressiste et d'autres réformes. En fait, c'est toujours le truc de oui, tu peux obtenir des trucs en jouant le jeu du système, mais en fait, tu participes aussi à l'invisibilisation. Mais si tu participes pas à l'invisibilisation, bah tu avanceras moins sur ta lutte. Ça, c'est un putain de piège du système qui est hyper dur, en fait, à sortir de ce paradigme terrible. Mais surtout, il y a le conseil, tenez-vous-en à une seule revendication simple et dissociez-vous de ceux qui sont trop en colère et trop militants. C'est une vieille tactique. Quand j'étais, alors c'est écrit en écriture bien sûr inclusive, non binaire, quand j'étais un adolescent engagé dans les luttes ouvrières à Buffalo, New York, la direction envoyait ses émissaires délivrer le même genre de message aux militants de syndicaux. Ça créait des divisions,
car le rapport de force à la table des négociations est directement lié au rapport de force sur les piquets de grève à l'extérieur. En défendant ensemble une liste de revendications, en se remontant le moral sur les piquets de grève, en se serrant les coudes face aux attaques de la police et des sbires des compagnies, nous avons obtenu de nombreuses victoires. Mais quand nous nous sommes laissés diviser de part et d'autre de la ligne d'oppression, nous avons perdu à chaque fois. Ou alors là je continue sa phrase, ou alors certains groupes de ces divisions ont obtenu un petit peu des choses, mais moins que si on avait été unis. Attaquer l'une des nôtres, c'est nous attaquer toutes. C'est la vérité sur laquelle s'est forgé le mouvement syndical. C'est un socle solide sur lequel on peut également construire un mouvement de libération lesbien, gay, bi, trans. Ça nous rappelle notre connexion avec d'autres qui se battent pour la justice et l'égalité. Nous ne sommes pas uniquement des personnes LGB ou trans. Il y a parmi nous beaucoup de personnes de nationalités opprimées, des personnes vivant avec le sida, des femmes, des jeunes, des aînés, des personnes sans emploi, sans logement, des sourdes, des personnes handicapées, des prisonnières, des personnes dépendantes des allocations, des minima sociaux. Aujourd'hui, nous assistons à une violente attaque de notre niveau de vie. Cette politique de la table rase va impacter des millions de personnes à travers le pays, dont les personnes lesbiennes, gays, bi, trans. N'est-ce pas incroyable qu'au moment des groupes sociaux et des communautés soient encore davantage pointés du doigt? Écoutez le bruit des bombes explosant dans ce bar lesbien d'Atlanta. En février 97, il y a eu une attaque faisant 5 blessés. L'auteur de cette attaque, un identitaire chrétien, déclara avoir agi par la haine de l'homosexualité publique. Ah ouais. Écoutez les politiciennes, depuis le bureau ovale jusqu'au couloir du Congrès. Dans les années 90, le gouvernement Clinton a une importante réaction face aux quelques avancées juridiques obtenues par les homosexuels. Ok. Insulter et dénoncer nos amours. Donc entendez-les dénoncer et insulter nos amours. Sentez le souffle des explosions et des balles tirées sur les centres pour les femmes. Il y a eu des attaques en 94. 4 médecins pratiquant des IVG ont été abattus par des militants pro-vie. Inspirez la fumée des églises afro-américaines en flammes. Entre 1995 et 2005, on recense pas moins de 2000 incendies d'églises noires aux États-Unis qui n'avaient plus été attaqués avec une telle violence depuis la contre-révolution menée il y a plus d'un siècle contre la reconstruction noire. Observez les contours des croix gammées défigurant les maisons juives et des synagogues. Cette idéologie de la division et ces attaques coup de poing sont dictées par une volonté de faire passer en force les restrictions dramatiques de nos niveaux de vie, de nos services sociaux. C'est exactement ce qu'on dit actuellement. C'est toujours, on veut te baiser financièrement, socialement. Pour que tu le vois pas, on va parler des minorités. C'est ce qui se passe actuellement. Aucune de nous ne peut se battre seule et espérer gagner. Peu importe les sacrifices que nous faisons, la force avec laquelle nous luttons. Il y a une petite note de bas de page sur la reconstruction noire. Je connais pas du tout cette période. La reconstruction, c'est de 1865 à 1877, succède aux États-Unis à la guerre de sécession. Donc oui, il s'agit de la période de réécriture des lois et des constitutions pour garantir des droits aux anciens esclaves et les mettre, d'accord, ok, et mettre en place des gouvernements biraciaux. Dans le sud, des Afro-Américains votent pour la première fois en nombre et accèdent à des fonctions publiques et des postes de pouvoir politique, même si la majorité reste évidemment aux mains des Blancs. Ces gouvernements mènent une politique progressiste inédite, accès au système scolaire, droits des travailleurs, lutte contre la discrimination raciale, regroupement des familles noires, établissement d'une église noire indépendante et piliers de la communauté. Divers groupes d'opposants, dont le Ku Klux Klan, lancent alors une violente campagne de meurtres et d'incendies criminels. Dans le même temps, le Nord connaît un essor réactionnaire. Les gouvernements de la reconstruction tombent un à un, jusqu'à l'établissement à la fin du siècle du système d'inégalité raciale, politique et économique dans tout le Sud. Par la suite, une propagande acharnée décrira ces gouvernements de la reconstruction comme un désastre politique, utilisant ce mensonge révisionniste jusqu'en Australie et en Afrique du Sud pour justifier l'exclusion des non-blancs de la vie politique. En 1935, Webb Dubois, militant afro-américain pour les droits civiques, publie Black Reconstitution in America, s'opposant à cette version officielle défendue par les historiens blancs et réhabilitant le rôle des militants noirs dans les changements politiques radicaux de la reconstruction. Ça a l'air trop intéressant cette période de la reconstruction, je ne connaissais pas du tout. Cette idéologie de la division et ces attaques coup de poing sont dictées par une volonté de faire passer en force les restrictions dramatiques de nos niveaux de vie et de nos services sociaux. Vers qui pouvons-nous nous tourner? Qui sont nos alliés dans ce début de tenter de faire de la lutte intersectionnelle? Les communautés lesbiennes, gays, bi et trans sont des alliés naturels. Tout au long de la dernière décennie,
Nous avons été plus fortes là où nous avons formé des coalitions, sur les campus, sur les lieux de travail, dans les manifestations politiques. Et chaque personne qui se trouve sous les feux de la réaction, de la violence économique, est une alliée potentielle. Les personnes lesbiennes, gays et bi-trans ont l'opportunité de jouer un rôle clé dans le mouvement de masse qui doit s'organiser pour faire face à ces attaques frontales. Nos communautés portent en elles l'enseignement des luttes militantes. Nous pouvons développer des coalitions, aux problématiques multiples, avec toutes ces lieux qui luttent pour la justice sociale et économique. Quand des gens aux positions sociales et aux parcours de vie divers se retrouvent ensemble dans une manifestation collective, elles se souviennent ensuite de qui se tenait debout à leur côté quand les temps étaient durs. C'est ainsi que se forge la véritable solidarité. Attaquer l'une des nôtres, c'est nous attaquer toutes. Quand nous nous laissons diviser selon les lignes de l'oppression, nous perdons toujours. Mais quand nous portons ensemble une liste de revendications communes et que nous luttons pour protéger les autres, nous gagnons souvent. Fin du texte, bordel. Eh bah merci tout le monde, j'espère que ça vous a intéressé. Bon bah j'ai plus qu'à aller le ramener à la Bibli maintenant.